Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marielle Jovine, comédienne et professeure de théâtre, qui en cette période de confinement propose une chaîne YouTube intitulée Les cours de Marielle. Nathalie Cougny sera dans Que faire des mômes pour alarmer sur la situation des maltraitances infantiles dans cette période de confinement et nous écouterons Mon Oxygène, le premier single de Élodie Ferrand. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Marielle Jovine pour sa chaîne YouTube intitulée Les cours de Marielle. Bonjour Marielle Jovine. Bonjour. Alors vous êtes comédienne et professeure de théâtre et en cette période de confinement, vous avez une superbe idée, lancer une chaîne YouTube intitulée Les cours de Marielle. Alors avant de parler de cette chaîne YouTube, comment allez-vous et comment vivez-vous ce confinement? Écoutez, ça va plutôt bien, hein. J'avoue qu'on n'a pas trop à se plaindre. Je suis en bonne santé. J'ai le soleil quand même qui passe à travers les fenêtres, donc on essaye d'attendre patiemment. Ouais. Vous dites c'est important, la bonne santé, c'est surtout ça, parce que nous on a tendance à dire oui, on est enfermé, mais le plus important c'est d'être enfermé peut-être, mais en bonne santé. Hein? Je crois. Hein. Ouais. J'avoue que de me dire que mes proches sont en bonne santé, moi aussi pour l'instant, je pense que c'est ça sur lequel il faut se focaliser, c'est l'essentiel. En tout cas, j'en profite pour dire qu'on pense bien fort donc aux personnes confinées, mais également aux personnes confinées et malades, hein, aussi. Hein, voilà. Oui. Voilà, donc oui. Marielle Jovine, donc on va parler à présent de votre chaîne YouTube. Je l'ai dit, c'est une super idée. Les cours de Marielle. Comment est née cette idée? En fait, au tout début, donc comme vous l'avez dit, je suis professeure de théâtre et quand le confinement est tombé, je me suis demandé comment rester en lien avec mes élèves en fait. Et en cherchant un petit peu ce qui se faisait ou pas, je voulais leur envoyer des liens pour dire tiens, ils vont faire des petits exercices et j'ai vu que ça n'existait pas. Du coup, je me suis dit va falloir se lancer. Et donc, j'ai commencé à faire ces vidéos pour qu'ils puissent le faire un peu quand ils veulent. Et puis, des mamans, des parents de mes élèves m'ont proposé s'ils pouvaient diffuser à des amis parce qu'ils trouvaient ça plutôt sympa. Et de là, du coup, j'ai fini par le rendre public et à le diffuser plus largement. Vous pouvez nous donner un exemple de cours que vous proposez aux enfants, par exemple? Oui, alors en fait, j'essaye de le faire en 3 étapes. Si on fait les exercices, ça doit durer une bonne demi-heure. Je fais travailler un petit peu la diction, la respiration. Ensuite, des petits jeux pour libérer le corps, travailler les émotions, l'imagination avec des mimes. Et après, je leur lance un petit défi et puis ils peuvent me faire une petite vidéo ou des photos selon le défi lancé et me le transmettre pour qu'on puisse communiquer. Vous proposez un cours chaque mercredi, hein, c'est ponctuel. Hein? Oui, c'est ça. Tous les mercredis matins, il sort un cours déjà depuis 3 semaines, du coup, et il va sortir le 4e ce mercredi. Alors, ce sont avant tout des cours ludiques et artistiques. Hein? Oui, c'est ça. Le but, c'est pas non plus de les assommer, c'est d'avoir d'avoir un petit échappatoire en fait pendant ce confinement et pouvoir passer un bon moment en famille aussi, parce que souvent dans les vidéos qu'on m'envoie, je vois les parents qui participent aussi, donc c'est plutôt chouette. Quels sont les retours justement alors de vos élèves, donc les enfants entre guillemets, je dis bien, parce que c'est toute la famille qui peut participer, et puis qu'en pensent les parents également? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, les retours sont plutôt positifs. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ça ait du succès comme ça. Et les enfants ils le font très sérieusement, hein, vraiment, quand je vois qu'ils m'envoient, ils le font très sérieusement et en même temps, ils sont contents de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire et de pouvoir le partager avec leurs parents. Parce que c'est vrai qu'au final, dans l'année, quand on fait des cours de théâtre, on prépare un spectacle, c'est sûr, mais tout ce qui est avant plus ludique, justement, les petits exercices où on s'amuse, ça, on le partage rarement, voire jamais avec nos parents. Donc,
c'est plutôt sympa ça. Vous me parliez justement de préparer un spectacle. J'étais en train d'imaginer une chose, puisque vous faites des cours, vous, de théâtre. Est-ce que Oui. ça pourrait être imaginable, justement, de monter un spectacle avec les enfants par votre chaîne YouTube? Oh là là, bah alors je sais pas parce qu'en fait au final alors avec mes enfants, enfin je veux dire ceux de mes cours peut-être, de toute façon selon comment ça continue, il va peut-être falloir l'envisager. Ouais. Mais en fait mes vidéos sont parties assez loin donc j'avoue que je pense pas pouvoir réunir tous les enfants qui regardent ces vidéos. Oui, il vous faudrait Bercy à ce moment-là. Bon, on va pas non plus exagérer, hein, même si je suis marseillaise, mais Quoiqu'il y a des belles salles à Marseille aussi, hein. oui, c'est pas faux. Hein. Voilà. En tout cas, quand on pourra bien sûr sortir de ce confinement et retourner dans les salles de spectacle, hein. Oui, ça sera, on en profitera comme jamais, je crois. Alors Marielle Jovine, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos auditeurs de venir découvrir votre chaîne YouTube en famille et participer à vos cours de théâtre en ligne? Bah écoutez, je pense que ça peut permettre d'avoir une petite bouffée d'oxygène dans votre semaine. C'est un moment de partage aussi et où vous allez vous amuser, vous allez rire et découvrir vos talents mutuels. Très bien. Alors, en tout cas, j'invite tous nos auditeurs à découvrir sans plus attendre votre chaîne YouTube et vos cours de théâtre pour enfants, les cours de Marielle. Merci Marielle Jovine. Eh ben merci à vous, merci beaucoup. Les cours de Marielle, voilà une belle idée pour occuper vos enfants pendant cette période de confinement. Je reçois maintenant dans Que faire des mômes, Nathalie Cougny. Bonjour Nathalie Cougny. Bonjour Eric. Alors vous êtes écrivain, artiste peintre, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Vous êtes notamment membre de Stop VO, Enfance sans violence. Je vous ai reçu plusieurs fois dans l'émission. La dernière fois, c'est pour parler du harcèlement à l'école et de votre programme d'intervention en établissement scolaire. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour alarmer sur la situation des maltraitances infantiles dans cette période de confinement. Nathalie Cougny, en quoi le confinement accentue les facteurs de maltraitance sur les enfants ? Il faut savoir que en temps normal, 80% déjà des maltraitances ont lieu au sein de la famille. Donc il est évident que cette situation de confinement va accentuer chez les gens le stress, l'agressivité, l'angoisse, l'énervement, et donc va davantage favoriser le passage à l'acte. Les enfants qui subissent des violences vont se retrouver en permanence avec le ou les parents violents et donc se retrouvent dans un huis clos très angoissant pour eux. Je pense que c'est une vraie catastrophe pour ces enfants qui n'ont aucun moyen d'échapper à cette situation. Et à cela, il faut rajouter tous les facteurs négatifs liés au confinement, comme la situation économique, les gens qui travaillent plus, qui vont se retrouver au chômage ou qui perdent leur emploi carrément, l'inactivité et le manque d'espace sont des facteurs aggravants. Donc les enfants maltraités sont pris au piège. Il y a déjà eu plusieurs cas rapportés d'enfants ou d'ados qui s'isolent toute la journée dans leur chambre pour éviter de croiser leurs parents. Oui, j'ai lu ça. C'est valable aussi pour les violences sexuelles, évidemment, toutes les violences. Et aussi pour l'aide sociale à l'enfance, parce que d'habitude, les familles sont régulièrement visitées par l'aide sociale à l'enfance. Et là, ça va plus être le cas. Il y a juste un maintien par téléphone via WhatsApp. Mais ça va être très compliqué. Donc, et on peut aussi noter que les parents qui d'ordinaire sont pas violents risquent de le devenir en supportant difficilement les enfants 24 heures sur 24 entre le télétravail, les devoirs et la promiscuité et la peur aussi face à la situation. Il y a un risque élevé. Donc, rappelons quand même que les enfants sont des êtres fragiles et vulnérables, sans défense, et que eux aussi vont développer un stress supplémentaire qu'il faudra gérer. Ouais. On parle des enfants, mais je voudrais faire une parenthèse. Il faut savoir qu'il y a aussi les violences conjugales, hein. Oui, bien sûr. Cette situation très particulière va toucher toutes les personnes qui subissent des violences et les femmes aussi. On sait déjà qu'il y a eu 32% de signalements de plus de violences conjugales à la gendarmerie en une semaine. Ah oui. Et 36% de plus à la préfecture de police de Paris en une semaine et aussi fin mars. Donc le problème est le même pour les enfants et j'ai envie de dire que c'est même plus grave pour les enfants mais aussi pour les femmes qui subissent des violences et qui peuvent difficilement appeler le 3919. D'ailleurs, on a noté qu'il y avait moins d'appels qu'en temps normal. Oui. Et ça peut se comprendre vu qu'elles sont enfermées avec leur agresseur et pour peu qu'elles soient interdites de sortie complète, elles n'ont plus aucun contact. Donc c'est un vrai problème pour toutes les violences en fait. Ouais. Alors revenons à présent sur les maltraitances infantiles. Pouvez-vous nous rappeler les différentes formes de maltraitance ?
Oui, bah, il y a la violence physique, hein, tout ce qui concerne les coups, la violence psychologique, les insultes, l'humiliation, le chantage, les punitions démesurées, les violences sexuelles, tout ce qui est évidemment les viols, attouchements, exhibitions et corruption de mineurs. Et puis après, on a toutes les autres formes de violence, prostitution de mineurs, exploitation des enfants dans le travail, excision, mariage forcé dans tous les pays. Il y a de nombreuses formes de violence, de maltraitance envers les enfants. Ouais. Nathalie Cougny, il y a eu pendant longtemps des débats sur la fessée. Où commence la violence et est-ce que donner une fessée, c'est de la violence? Alors, d'abord, la violence peut commencer dans le ventre de la mère si elle subit des violences, qu'elles soient physiques ou environnementales, hein. On sait qu'il y a des études qui ont montré que si la mère vit dans une grande situation de stress, ça touche directement le bébé qui perçoit ce stress et ça freine, et ça freine son développement intra-utérin. Par exemple, il y a des études qui ont été faites notamment par Doris Cyrulnik qui disent que dans les pays en guerre, on sait que les bébés qui subissent un grand stress du fait que la mère est stressée auront déjà une atrophie des émotions dans le cerveau, donc ils vont déjà naître avec des déficiences au niveau des émotions. Et donc c'est pour ça que c'est important que la mère soit dans un environnement serein et protecteur. Alors le problème en France, c'est que la violence, elle est ancrée dans le schéma de fonctionnement de la famille depuis très très longtemps. Déjà, c'était inscrit sous Napoléon, il y avait un droit de correction qui a toujours pas été enlevé d'ailleurs, qui existe toujours. Donc c'était normal de battre son enfant. Et on commence vraiment à protéger les enfants à partir du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très récent. Il faut se remettre dans un contexte. Par exemple, il y a qu'en 1989 que l'ONU arrive à définir au niveau du droit ce qu'est l'enfance. C'est-à-dire que pendant 200 ans, c'est resté très flou. Personne n'arrivait à définir ce qu'était un enfant et cette période de l'enfance. Et même jusqu'à la fin du 19e siècle, l'enfant était considéré comme un être pervers. Enfin, c'était vraiment complètement dingue. Ouais, c'est dingue. Et c'est qu'à partir du XXe siècle qu'on reconnaît l'enfant comme sujet à part entière. Donc il faut rappeler aussi, par exemple, que la première tentative de déclaration des droits de l'enfant, elle a été approuvée en 1924 par les nations et qu'en fait elle est rentrée en application et adoptée par l'ONU seulement en 1990, donc 66 ans plus tard. Donc on peut dire que tout ce qui se rapporte aux enfants est toujours long, et c'est encore le cas, hein. Les lois qui sont votées en France, c'est toujours très en retard. Et en fait, on oublie une chose, c'est que l'enfant est petit, donc il est à protéger, mais il est aussi un individu avec des droits, comme toute personne. Alors c'est peut-être parce qu'il est petit qu'on pense que tout est permis et qu'un enfant a moins d'importance, alors que c'est tout le contraire, puisque les premières années de vie aujourd'hui, et depuis déjà longtemps c'est prouvé, sont primordiales pour son futur. Donc avant, l'enfant était rien, et aujourd'hui on mise tout sur lui. Et alors il faudrait trouver un juste milieu, parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours l'enfant qui prend, et c'est aussi une violence sociale que de toujours vouloir qu'il soit performant, qu'il soit le meilleur dans tout, etc. Donc pour revenir à votre question, donc ça a été prouvé aussi grâce aux neurosciences et à l'imagerie médicale que les violences avaient un impact très négatif sur le développement du cerveau et donc sur la construction de l'enfant, ce qui semble tout à fait logique. Donc oui, la fessée est une violence à plusieurs niveaux. D'abord pour celui qui la reçoit, puisque il y a des fessées qui font très mal. Il faut imaginer la force d'un coup d'un adulte sur un enfant. Et ensuite, le geste en lui-même qui montre non seulement que le parent est tout puissant et dominant, donc ça instaure déjà une position de dominant-dominé, et puis ça montre que l'enfant peut obtenir ce qu'on veut par la violence. Donc c'est un acte qui est vraiment négatif. Je rappelle qu'environ 30% des enfants maltraités répéteront ce même schéma à l'âge adulte. Donc ça paraît primordial de changer ce schéma ancestral. L'enfant est une personne et même s'il est petit, il doit être respecté comme toute personne. Je pense que ça vient pas à l'idée de quelqu'un de frapper un membre de sa famille ou un collègue de bureau parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc pourquoi ça serait autorisé de frapper les enfants? D'ailleurs, ça n'est plus, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une habitude en fait, un mauvais réflexe. Frapper, punir, c'est plus facile que de prendre du temps pour expliquer aux enfants les choses. Et même si un enfant est petit, parce qu'on entend souvent, oui, c'est pas une tape ou une petite fessée qui va lui faire du mal. En fait, on n'a pas besoin d'accompagner une explication ou un interdit ou avec une tape ou une fessée, parce que l'enfant comprend très bien un changement de ton. Quand on lui dit non,
il entend que le ton est pas le même, et il voit aussi sur le visage de l'adulte son visage qui change quand on lui dit de ne pas faire quelque chose. Donc il n'y a pas besoin d'accompagner avec un geste de violence pour expliquer aux enfants. Ce qui est important, c'est justement de lui expliquer les choses et de lui dire pourquoi il a le droit de le faire ou pas le droit de le faire pour son bien à lui ou pour celui des autres. Un enfant, il arrive au monde, il faut qu'il explore, c'est normal, il découvre beaucoup de choses, donc on doit lui expliquer. Alors ça prend un peu de temps, mais le résultat, à mon avis, est beaucoup plus positif parce que ça donne une relation beaucoup plus riche et sereine entre parents et enfants et plus harmonieuse. Voilà. Ouais. Vous avez quelques chiffres à nous donner sur les maltraitances faites aux enfants? Vous me parliez de chiffres tout à l'heure. Il y a toujours des chiffres qui sont affolants et alarmants. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Il y en a plus de 100 000 en danger, en réel danger, et beaucoup plus d'après les associations. Et puis on estime qu'un enfant sur 4 subit des violences physiques, un enfant sur 3 des violences psychologiques. Quant aux viols et tentatives de viol, ils sont beaucoup plus nombreux pour les adultes puisqu'on recense 165 000 viols ou tentatives de viol sur mineurs. Donc ça fait un toutes les heures. Bref, c'est toujours des chiffres qui font très peur et qui ne diminuent pas de façon importante. Est-ce que les violences faites aux enfants ont augmenté depuis le confinement? Alors c'est difficile à chiffrer parce que déjà on n'a pas beaucoup d'études en temps normal. Tout ce qu'on sait là, c'est qu'il y a eu 20% d'augmentation des signalements au 119 depuis le début du confinement et surtout à partir de la 2e et de la 3e semaine, et que ceux considérés comme urgents ont augmenté de 60%, donc c'est assez révélateur de ce qui semblait prévisible. Ouais. Nathalie Cougny, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les conséquences de cette violence au quotidien pour un enfant? Les conséquences, elles sont très nombreuses. Je ne peux pas toutes les citer ici, mais ça va du cauchemar au suicide, en passant par des troubles multiples du comportement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on sait aujourd'hui que ça a un impact énorme sur le développement du cerveau de l'enfant, et quand on fait nos interventions, on prend l'exemple du repli sur soi. Il est évident, si on se met à la place d'un enfant, si on reçoit quotidiennement des coups, des brimades, des insultes, des humiliations, toutes ces petites phrases qui ne font pas grandir, ça crée un repli sur soi, donc ça rétrécit l'enfant, ça le replie sur lui. On peut imaginer que ça rétrécisse aussi le cerveau, en tout cas, même si c'est pas la réalité, ça empêche le bon développement du cerveau. Ouais. Alors que si on encourage un enfant, si on le félicite, si on l'aide à être autonome en fonction de l'âge, si on l'encourage, etc., c'est l'effet inverse, tout s'ouvre. Et donc, ça paraît logique que du coup, l'enfant est beaucoup mieux dans sa peau. Donc, les conséquences, elles sont multiples, des résultats scolaires qui chutent, des cauchemars, un manque de confiance en soi, et ça prépare pas à un avenir d'adulte, en fait, comme il faudrait. Ouais. Qu'appelle-t-on les VO? Alors, les VEO sont les violences éducatives ordinaires. Ce sont des violences physiques, comme les gifles, les fessées dont on parlait tout à l'heure, les tapes. Psychologiques, tout ce qui est humiliation, chantage affectif, manque d'amour, moquerie, etc., qui sont utilisés dans un but d'élever les enfants, éducatifs donc, et qui sont répétées quotidiennement, donc elles deviennent ordinaires et ancrées aussi dans un modèle éducatif. Et toutes ces violences quotidiennes, et même si elles paraissent anodines comme ça, ont des conséquences qu'on peut aussi imaginer à force de répéter à un enfant qu'il est bête, qu'il n'y arrivera pas, que l'autre fera mieux que lui, etc. Forcément, ça dévalorise l'enfant pour lui-même, quoi. Je souhaitais souligner qu'une loi est passée en juillet 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires. Cette loi a-t-elle été entendue? Alors en effet, enfin, cette loi tant attendue a été votée le 11 juillet 2019 pour interdire les violences éducatives ordinaires au sein de la famille. Donc on était pas mal en retard par rapport à d'autres pays, mais je pense qu'une loi, ça suffit pas. C'est bien, mais après, il faut faire des campagnes de prévention pour l'expliquer, parce que si on martèle pas auprès des parents et du public déjà ce que sont les violences éducatives ordinaires, à quoi sert cette loi et pourquoi elle a été mise en place, ça changera pas. Car il y a déjà très peu de gens qui connaissent cette loi, qui savent ce que c'est et pourquoi elle a été mise en place. Donc si on ne fait pas de campagne, il n'y aura pas d'impact pour que ça change. C'est un peu comme la Convention internationale des droits de l'enfant. Qui est-ce qui la connaît réellement? Ouais. Donc c'est pas le tout de coucher sur du papier des lois ou des droits si personne ne les connaît et les applique. Aujourd'hui, par exemple, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes dans le monde. En France, il y a 3 millions d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et le suicide, c'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes.
Alors, où est la protection des enfants et l'application de leurs droits si tout est marqué mais qu'on n'applique rien et qu'on ne fait pas respecter les droits de l'enfant? Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Il faut que tous les pays, les gouvernements et en France aussi fassent changer ça. Il faut non seulement des lois, mais il faut aussi des campagnes de prévention vraiment importantes. Ouais. Quelles étaient les grandes lignes de cette loi? C'est assez simple en fait. Elle dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc les parents ne doivent plus utiliser la violence pour élever leurs enfants. Et d'ailleurs plus du tout. Donc le texte est lu normalement au moment du mariage civil. Ouais. Et c'est pas seulement une loi, ça je tiens à le dire, c'est pas seulement une loi anti-fessée comme ça a été décrit dans la presse, c'est une loi anti-violence, quelle qu'elle soit. Oui. Donc c'est pas juste la fessée, les violences, c'est tous les châtiments corporels et toute la violence psychologique qui peut s'exercer au quotidien sur les enfants. Alors le texte n'a pas été assorti de nouvelles sanctions pénales parce qu'elles existent déjà. Et les maltraitances peuvent être, les condamnations peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison. Ouais. Voilà. Alors vous êtes à ce sujet en préparation d'un clip dans lequel vous expliquez ce que sont les violences éducatives ordinaires et dans lequel vous rappelez la loi. Quelques mots sur ce clip. Alors oui, pour moi c'est toujours pareil. Moi je veux toucher les enfants, je veux qu'on s'adresse directement aux enfants, donc c'est un moyen aussi de le faire. Donc c'est un clip de prévention comme celui que j'avais fait sur les violences sexuelles sur mineurs, qui sera visible sur France TV aussi. J'ai déjà un engagement un accord de principe. Et donc c'est toujours des enfants qui parlent aux enfants pour expliquer ce que sont les violences éducatives ordinaires et les impacts qu'elle a sur eux. Donc le tournage a été fait, il nous reste les voix off à enregistrer, le montage à faire, donc ce sera après le confinement. Et je le présenterai au secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, que j'ai rendez-vous avec 2 de ses conseillers après le confinement. C'était prévu en mars, puis ça a été reporté, Ouais. pour proposer divers projets pour la protection de l'enfance, dont celui-là. Alors je me suis laissé dire que vous travaillez également sur un livre, Amour à mort, qui parle de la relation mère-enfant, mère toxique notamment, à travers une histoire d'amour de flammes jumelles. Un livre qui sera publié aux éditions du Net, mais aussi sur un album jeunesse dont le sujet sera la maltraitance. Alors oui, j'ai enfin réussi à trouver une maison d'édition jeunesse qui accepte de publier l'album sur les maltraitants. J'espère que ce sera toujours le cas après la sortie du confinement, parce qu'on devait mettre ce projet sur pied et puis signer le contrat, donc ça c'est reporté. Mais je pense que de faire une synergie globale d'actions destinées aux enfants, toujours pareil, donc le clip, l'album et d'autres projets que j'ai en tête aussi, vont permettre de faire prendre conscience que toutes ces violences détruisent des vies entières. Donc moi, mon but, c'est toujours de faire des choses aussi pour les enfants. Quant à Amour à mort, qui est un récit, il décrit, comme vous l'avez dit, la relation toxique mère-enfant et la place de la mère dans le bon développement de l'enfant, qui est primordiale. Et cette rencontre avec ma flamme jumelle, ce qui arrive rarement dans une vie, m'a permis d'écrire ce récit. Ouais. Et on sait que les flammes jumelles ont cette particularité de mettre en lumière les souffrances de notre enfant intérieur, de les comprendre et parfois de les résoudre. Et ça a été le cas ici. Donc c'est un récit de clairvoyance qui explique beaucoup de choses dans la relation, dans l'affect, et qui permet de comprendre pourquoi nous sommes tant dépendants de notre mère dès la naissance et comment devenir soi-même. Et là c'est pareil, la sortie était prévue en juin et ce sera reporté peut-être à la rentrée. Voilà. Ouais. Alors Nathalie Cougny, quels conseils donneriez-vous aux parents pour affronter cette période de confinement et surtout de quelle façon se comporter avec ses enfants durant cette période difficile ? Alors cette situation, elle est très difficile pour tout le monde, à différents niveaux, car les habitudes sont cassées, il n'y a plus d'horaire, de cadre, de repères. Donc pour certains, je pense qu'il faut recréer un cadre avec un planning de choses à faire pour pas être perdu, alors que d'autres vont plutôt se sentir bien dans cette nouvelle vie sans contrainte. Mais l'essentiel, c'est toujours, je pense, d'avoir une ou plusieurs activités différentes pour déjà pas déprimer non plus, parce que ça va jouer sur le moral de pas mal de gens. Au-delà de ça, le gouvernement, les associations, des psychologues, les mairies ont mis en place des accueils téléphoniques. Il faut surtout ne pas hésiter à contacter si on sent que ça va pas bien. Il faut se faire aider aussi, car l'enfant n'est pas responsable non plus de cette situation. Il faut se le dire, donc c'est pas lui qui doit prendre pour ça. Ouais. Ensuite, je pense qu'il faut prendre sur soi. On réagit pas tous de la même façon face au stress, à la peur. Notre système émotif est différent de chacun. Mais on doit davantage écouter ses émotions aussi pour les canaliser.
Je pense être patient, prendre du recul et surtout relativiser. C'est le moment aussi de partager de nombreuses activités avec ses enfants, de parler avec eux, de s'offrir des moments privilégiés qu'on n'a pas l'habitude de vivre aussi avec eux pour mieux se connaître et mieux s'aimer. Il y a également beaucoup d'activités gratuites proposées sur le net. On peut aussi méditer, pourquoi pas. En tout cas, il faut trouver des activités qui permettent aux enfants de se défouler parce qu'ils en ont besoin, ça c'est évident, sans que ça prenne une ampleur négative pour les parents, mais ils en ont besoin, et aussi des temps d'apaisement pour tout le monde. On peut aussi respirer profondément quand on sent qu'on est un petit peu stressé, ou s'isoler, en tout cas, plutôt que de se laisser emporter par l'énervement et aller jusqu'à la violence, quoi. Quelles mesures supplémentaires sont mises en place depuis le confinement ? Alors, c'est difficile de mettre des mesures supplémentaires pour des enfants qui vont être enfermés chez eux, il faut déjà comprendre ça. Ensuite, le 119, qui est le numéro d'urgence gratuit, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et anonyme, est actif plus que jamais, comme aussi beaucoup d'associations qui ont des permanences téléphoniques, la voix de l'enfant, il y en a énormément, Enfance et Partage, il y en a beaucoup, l'Enfant Bleu, etc. Donc on peut appeler les associations. Les tribunaux qui sont fermés maintiennent quand même les procédures d'urgence, évidemment. Il y a des permanences qui sont assurées dans les tribunaux pour enfants afin de prendre les mesures utiles de protection pour les enfants exposés à une situation de danger. Le gouvernement a ressorti sa campagne de prévention qui avait été faite en 2018, le clip Enfance en danger qui passe à la télé régulièrement. Et puis pour les femmes victimes de violences, je le dis quand même parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le 3919 a été renforcé. Elles peuvent aussi envoyer un SMS au 114 ou se rendre dans toutes les pharmacies de France pour signaler leur situation, et aussi dans les centres commerciaux en dehors évidemment du 17, la police. Mais pour les enfants, vous vous doutez bien que ça va être très compliqué durant cette période qui risque de durer, voire impossible pour eux de parler à quelqu'un d'autre des maltraitances qu'ils subissent. Donc je pense que chacun doit vraiment redoubler de vigilance et signaler tout acte de violence, même en cas de doute, il faut signaler et appeler le 119. Le 119. Alors pensez-vous qu'il y aurait d'autres mesures à mettre en place pendant ou après le confinement ? Il y a toujours des choses à faire. Moi, j'ai quelques idées que je vais exposer au ministère, mais je pense qu'il faut davantage essayer de toucher les enfants. C'est pour ça qu'on intervient, qu'on a lancé ce programme d'intervention dans les écoles, parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne savent même pas qu'ils sont victimes. Donc, si on s'adresse aux adultes, c'est bien, mais les parents qui frappent leurs enfants vont difficilement arrêter ou vouloir entendre ce qu'on leur dit s'ils sont dans ce cas-là. Je pense qu'il faut aussi parler aux enfants et faire des choses en faveur des enfants, quoi. Ouais. Alors Nathalie Cougny, en 2017, lorsque je vous ai reçu pour votre livre « Dis pourquoi tu me fais du mal, mettons fin aux maltraitances faites aux enfants » aux éditions Sud-Arène, vous aviez apporté quelques solutions pour mettre fin aux maltraitances faites aux enfants. Vous disiez, je vous cite, qu'il faut remettre de la raison dans notre société et dire la vérité. D'abord, il me paraît essentiel de faire de la prévention. Ensuite, informer les familles. Il faut mettre des moyens financiers importants. Nathalie Cougny, nous sommes en 2020. Que diriez-vous aujourd'hui pour enfin mettre un terme aux maltraitances faites aux enfants ? Alors déjà, l'arrivée de M. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, ça a été une très bonne chose, puisque nous avions perdu un ministère entier dédié à la famille, qui est pour moi, mais pas seulement pour moi, mais pour toutes les associations et les victimes, une énorme erreur et une aberration dans un monde où le statut de la famille évolue de façon considérable et pas vraiment en faveur des enfants. Donc il a mis en place déjà des nouvelles mesures comme la prévention en amont des naissances ou le développement sur le territoire des différentes structures de protection de l'enfance. Mais pour moi, je le répète, il est indéniable qu'il faut aussi s'adresser aux enfants, aller à leur rencontre dans les écoles et les collèges qui restent, à mon avis, l'endroit idéal pour sensibiliser les enfants et les informer de ce que sont les maltraitances. Donc c'est ce on a commencé à faire fin 2019 avec le programme Les Maltraitances, moi j'en parle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent un enfant ne sait pas qu'il est un enfant maltraité ou abusé. On l'a vu nous-mêmes en allant à leur rencontre. Les enfants ne le savent pas eux-mêmes. Donc il connaît encore moins ses droits. Donc il faut absolument s'adresser à eux directement. Et en plus, en dehors de l'aspect financier qui manque toujours, parce que ça demande toujours plein de moyens, évidemment, mais les enfants, c'est quand même l'avenir, donc c'est quand même ce qui est le plus important pour moi. Je pense qu'il faut en effet des grandes campagnes de sensibilisation tout au long de l'année, pas seulement aux dates clés.
Le 30 avril, là, ce sera la journée contre les violences éducatives ordinaires, justement, mais il faut pas que ça soit fait que à ces dates clés. Il faut que ça revienne, que ça passe dans l'inconscient collectif et qu'on en parle toute l'année. Et je pense qu'il faut vraiment s'impliquer auprès des enfants, pas seulement auprès des parents et des adultes, parce que c'est compliqué de faire venir. Moi, je fais des conférences. Les parents maltraitants ne viennent pas, évidemment, si ça paraît logique. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai plusieurs projets que je compte présenter lors de mon rendez-vous au ministère de la Santé, qui vont véritablement vers les enfants. Donc, il faut absolument comprendre que, à mon avis, tout doit être mis en place pour les enfants avec une tolérance zéro sur tout ce qui concerne les enfants. Et en France, on est encore loin de faire les choses dans l'intérêt unique des enfants. Moi, je pense que l'enfant doit davantage prendre part à sa vie. D'ailleurs, ça figure dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ça semble logique. L'enfant n'est pas un objet. Donc, il doit prendre part de façon entière et pleinement à sa vie et certains choix en fonction de l'âge aussi. Il faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Voilà. Très bien. Nathalie Cougny, je voulais vous remercier d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Je vous laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, encore plus que d'habitude, je pense que la vie passe vite. C'est pendant cette vie qu'il faut s'aimer. Il faut se le dire, et aimer, c'est prendre soin. Donc, prenez soin de vous tous et de vos proches. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci Nathalie Cougny. Faites Merci attention beaucoup. aux enfants, à tous les enfants. Très bien, merci Nathalie Cougny. Merci Eric. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à Nathalie Cougny pour son engagement auprès des enfants. J'en profite pour vous rappeler le numéro dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être, c'est le 119. L'appel est gratuit depuis tous les téléphones, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter Mon Oxygène, le premier single d'Elodie Ferrand. Elodie Ferrand que vous avez sûrement vu dans The Voice Kids 5. J'ai cru entendre le son qui me disait tout bas: on ne peut pas tout prendre sans qu'il n'y ait de retour. J'ai beau avoir cherché des années à comprendre comment tout ça a commencé. La morale nous dira s'il faut qu'on passe notre tour. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Vent dans ma qui se sert mon oxygène. Même si le temps passe, ferme les yeux et dis-toi que l'on refera surface. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Vent dans ma qui se sert mon oxygène. Même si le temps passe, ferme les yeux et dis-toi que l'on refera surface. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Croire que t'es plus là. Tout reste à faire quand d'autres parlent d'avenir sans toi, sans mentir. Moi je garde au fond de moi l'envie de nous guérir enfin. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Vent dans ma qui se sert mon oxygène. Même si le temps passe, ferme les yeux et dis-toi que l'on refera surface. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Vent dans ma qui se sert mon oxygène. Même si le temps passe, ferme les yeux et dis-toi que l'on refera surface. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime. Et je t'emmènerai sur ces terres où les hommes ne sont jamais entrés, à l'abri des drames, des monstres qui nous blessaient. Ne te retourne pas, reste avec moi.
Mon Oxygène, le single de Hello Différent qui sera prochainement mon invité. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.